Que nous apprend de nous-mêmes l'intelligence artificielle? Je vous en rappelle d'abord le principe. L'intelligence artificielle, c'est le fait que des ordinateurs travaillent non seulement à partir des données qu'on y introduit, mais en y ajoutant un processus d'apprentissage profond, c'est-à-dire une capacité de déduire des choses, des idées, des mots, des raisonnements, des objets, de ces données à une vitesse incommensurable avec la nôtre. Plus précisément, l'intelligence artificielle, son apprentissage, opère par corrections successives. Il faudrait que vous imaginiez un exécutant qui exécute, qui se trompe, qui reçoit une claque, qui se corrige, il continue, puis il fait une nouvelle erreur, pas la même, puisqu'il l'a corrigée, et qu'il a une mémoire, il reçoit une claque, il corrige, etc. Au bout de 100 000, 1 million, des dizaines de millions de corrections, eh bien, il trouve un résultat tout à fait acceptable. Sauf que ces corrections se font à une vitesse de calcul incommensurable avec nos capacités de raisonnement ou de calcul. Et c'est ainsi que, par exemple, grâce à l'intelligence artificielle, on fait des machines qui parlent avec une voix humaine et même avec des modulations. Si vous téléphonez au service client d'appel, vous avez un robot qui vous répond, qui vous demande par exemple « Est-ce que vous voulez bien répondre à une enquête ?» Et si vous dites « oui », il dit « bien ». Et si vous dites « non », elle, car c'est une voix féminine, elle dit « d'accord ». Et elle met la nuance que « bon, vous auriez pu être plus gentil, mais bon, en tout cas on le notera que vous avez refusé », etc. C'est-à-dire que la voix que produit l'intelligence artificielle et les reconnaissances vocales qu'elle peut produire et les performances linguistiques, la machine peut vous écrire des poèmes en alexandrin qui sont tout à fait acceptables. Elle peut vous écrire des pages entières dans le style de Proust, dans le style de Céline, dans le style, etc. Autrement dit, ça va très loin. Et aux dernières nouvelles, grâce à l'intelligence artificielle, on résout des problèmes de mathématiques. Là, c'est carrément une avancée de taille, parce qu'un problème de mathématiques, ça demande souvent de l'intuition, d'une combinaison subtile entre l'intuition et le raisonnement, des constructions, des appels à d'autres champs mathématiques. Bien, l'intelligence artificielle peut le résoudre, tout comme elle peut vaincre n'importe quel joueur d'échecs. Ça, c'est acquis depuis très longtemps. Alors, qu'est-ce que ça nous apprend de nous? Eh bien, ça nous apprend beaucoup de choses. Par exemple, on peut tenir une conversation très approfondie et très avancée avec un ordinateur doté de ces systèmes intelligents, de ces systèmes d'apprentissage. On peut tenir une conversation avec des nuances, on avait déjà de telles conversations
avec des ordinateurs simples, c'est-à-dire qui travaillaient avec ces données, les données qu'on y avait mises, mais sans apprentissage. Là, avec l'apprentissage, ça va très très loin. La conversation peut être vraiment très approfondie. Or, vous savez que Descartes avait dit, la parole, on peut très bien parler, la parole spécifie l'humain, et c'est le seul parmi les espèces existantes qui parle, qui tient un discours, mais il peut parler de façon machinale. Et ce qui garantit qu'on n'est pas des machines à parole, dit-il, c'est la conversation. C'est le fait qu'on parle avec quelqu'un d'autre et qu'il peut nous renvoyer des choses surprenantes, il peut être surpris et réagir et nous forcer à réagir autrement. Donc, pour Descartes, la conversation, c'était la garantie qu'on n'était pas des machines parlantes. Eh bien, grâce à l'intelligence artificielle, la conversation cesse d'être un critère qu'on n'est pas des machines parlantes. Plus généralement, vous savez, Lacan et toute la mouvance structuraliste dans la psychanalyse ont parlé pendant des années du champ de la parole et du langage, que la parole c'était le lieu où l'humain s'accomplit, s'authentifie, etc. Et déjà, le discours qu'ils ont produit a lui-même produit par mimétisme un discours tellement machinal sur la parole, la structure de la psyché, et comme étant déterminante la structure, c'est-à-dire la délimitation de certains repères dans le mécanisme de la parole, que ça aurait pu alerter, ça n'a pas alerté ceux qui récitaient ce discours ou qui le produisaient. Pour ma part, je m'en suis démarqué dès le début des années 70 par mon livre Le nom et le corps, suivi de la haine du désir, de l'autre incastrable, du groupe inconscient, etc. Mais donc, la parole comme étant ce qui distingue, ce qui signe l'acte authentiquement humain, tout un discours de Lacan et de ses émules s'effrite quand on s'aperçoit que la parole peut être une parole intelligente, avertie, peut être produite par des machines. Du coup, ça oblige à revenir à des fondamentaux que je répète depuis pas mal de temps. Je vous renvoie aussi à mon livre « L'enjeu d'exister, analyse des thérapies ». C'est que ce qui spécifie l'humain, c'est, je disais, la parole interprétante, la capacité d'interpréter ce qui vient de se dire et de l'interpréter en fonction de données inconscientes ou infantiles, donc en fonction de l'histoire précoce du sujet. Donc, ce qui spécifie l'humain, c'est la capacité de tenir une parole chargée de mémoire ancienne, première, primitive, chargée non pas d'émotion, parce que la machine pourrait donner des signes d'émotion, mais chargée du poids d'une temporalité vécue, d'un passé, autrement dit une parole qui a des effets symboliques, une parole qui vous sort de la mortification. Et ça, la machine ne peut pas le produire, en tout cas pas pour l'instant, et
Et c'est pas d'ailleurs le point que je voulais traiter. Je voulais préciser ce que la machine nous apprend de nous. Elle nous apprend que nos repérages de l'humain par la parole sont insuffisants et qu'il faut approfondir, et c'est ce que j'ai toujours tenté de faire dans mes ouvrages, qu'il faut approfondir la dimension, non pas de vérité, car la machine peut produire des vérités et des paroles véridiques, mais la charge symbolique de la parole qui la rend effective, transformatrice et qui la rend affectivement transformatrice et libératrice dans les impasses où le sujet peut se trouver. Et cette parole symbolique qui fait acte symbolique, ça n'est pas que des mots. Voilà. Donc, dire, comme Lacan l'a répété fréquemment, la parole est un acte. Ben non, la parole est un acte, mais un acte qui peut tourner à vide ou qui peut avoir certains effets, mais pas un effet symbolique décisif, libérateur, dans la cure ou dans la recherche d'un autre aspect de la situation. Nous dirons donc que la parole ne fait acte que si elle porte une charge symbolique effective et affective. Comme exemple d'acte de parole chargé d'affect et qui a des effets symbolisants, c'est l'apprentissage de la parole par un tout petit. Comment les tout petits apprennent à parler ? Eh bien, je doute qu'ils apprennent à parler si on les laisse tout seuls avec une machine à intelligence artificielle. Les enfants, les tout petits, apprennent à parler parce qu'ils aiment leurs proches qui se parlent, les parents qui se parlent, qui leur parlent et qui leur permettent de jouer avec les mots et qui jouent avec eux. Ce sont autant d'actes chargés d'affect. Les enfants apprennent à parler par amour pour leur entourage qui parle et qui leur parle. Et ce phénomène peut aussi vous expliquer pourquoi c'est très difficile d'arracher des gens à leurs croyances quand ces croyances deviennent une idéologie. Eh bien, c'est que ils s'aiment entre eux autour de ces croyances, autour de ces paroles. C'est pas seulement le contenu des paroles qui les réunit, c'est l'amour qui les réunit autour de ces paroles. C'est le lien affectif auquel ces paroles donnent lieu. Et ça peut vous aider à réfléchir sur la vanité qu'il y a à essayer de les réfuter et la nécessité qu'il y a à trouver d'autres chemins si on veut dialoguer avec eux ou si on veut essayer de faire quelque chose devant de telles catastrophes, car il y a à faire.